podcast. Affaire Petiot, épisode 7. Le procès. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot, qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et, selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le Sueur jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie. Un peu plus, il ferait les honneurs de la fosse où la chaux-vive rongeait les cadavres. Du Judas, où il assistait à l'agonie de ses victimes, de la chaudière où il brûlait leurs restes. Petiot est un monstre. Le 18 mars 1946 s'ouvre à la cour d'assises de la Seine l'un des procès les plus spectaculaires de l'après-guerre. Alors que l'heure est à l'épuration, avec notamment le jugement de Philippe Pétain, condamné à la prison à perpétuité en août 1945, le procès de Petiot est le spectacle le plus couru de la saison, selon les journalistes. Aux audiences publiques, les curieux côtoient les vedettes, comme l'écrivaine Colette, qui décrit une ambiance malsaine. Le public guette les détails les plus sordides sur le monstre de la rue Le Sueur. Dans le box des accusés, Marcel Petiot comparaît pour homicide volontaire avec vol, guet-apens et préméditation. Parmi les corps retrouvés dans son hôtel particulier, 12 sont ceux de juifs, 4 de proxénètes et 4 autres de prostituées. Dans cet épisode, vous allez entendre l'avocat de Petiot, Maître Floriot, mais aussi Madeleine Jacob, célèbre chroniqueuse judiciaire de l'après-guerre. Mais commençons avec le témoignage d'Alain Decaux. En 1946, alors jeune journaliste, il assiste à une journée d'audience. J'étais jeune, mais j'ai eu la chance d'assister, je dis la chance, pourquoi pas, d'assister à une des audiences, et je revois encore Petiot arriver au début de l'audience. Il a rasé sa barbe. Il est de taille moyenne, les cheveux sont bruns. Il arrive, il y a un monde fou, on se bat pour assister aux audiences. Il y a des vedettes, il y a des écrivains. Il est debout, les gens sont assis. Et il promène son regard sur cette foule, qui est un regard de mépris, de dédain suprême. Il enlève son imperméable, il le plie soigneusement, le pose sur le rebord du box des accusés, il s'assied. Je revois les témoins qui défilaient et qui accablaient Petiot. Les informations succédaient aux informations, l'évidence du crime éclatait à chaque heure. Qui aurait pu douter? Mais voilà, c'est qu'il y avait Floriot, Maître Floriot, grand avocat, et qui assaillait ses témoins de questions. Parce que pour lui, ceux qui accusaient Petiot étaient des amis de l'Allemagne. C'était sa tactique. Je revois cette dame en noir, la veuve d'une des victimes de Petiot, une femme juive. Et cette femme à qui Floriot lançait « Mais madame,
Votre mari était juif, mais il était également collaborateur. Et Petiot qui se dresse et qui dit « Il a tout trahi, sa religion, sa patrie, sa race » et les hurlements de la foule. Ce que faisait Floriot était affreux. Mais c'était la seule possibilité pour lui de sauver son client. C'était une stratégie extraordinaire. Et il arrivait à semer le trouble. Quelquefois, on ne savait plus, les jurés eux-mêmes ne savaient plus, mais alors qui a fait quoi? Mais malgré tout, c'était ingagnable, cette cause-là. Et Petiot, qui quelquefois, ne sachant plus quoi répondre, invectivait le président, le procureur général. En tout cas, moi, messieurs, je n'ai pas prêté serment à Pétain comme vous. Et c'était vrai, tous les magistrats avaient prêté serment au maréchal. Petiot n'est nullement impressionné par la cour. Il paraît même tout à fait à son aise dans ce tribunal qu'il transforme en scène de théâtre. La défense de Petiot est plus qu'alambiquée. Il ne nie pas la présence de cadavres chez lui, ce serait nier l'évidence, mais il affirme qu'il n'aurait tué que des ennemis de la France. Il se présente au juge comme il se présentait à ses victimes. C'est un patriote, membre actif d'un réseau de passeurs vers l'Argentine. Avait-il des complices? Oui, répond Petiot, mais il ne peut évidemment pas dénoncer ses copains de la résistance. Ce sont ces mêmes copains, affirme-t-il, qui ont déposé les corps chez lui pendant qu'il était emprisonné à Fresnes. Aujourd'hui encore, certains se demandent s'il n'était pas tout simplement fou. La folie aurait pu être utilisée par la défense pour plaider l'irresponsabilité pénale de Petiot et sauver sa tête. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait Maître Floriot, l'avocat de Petiot. Nous l'écoutons dans une émission de l'ORTF en 1974, au micro d'Alain Decaux. Avez-vous eu à un moment l'intention de plaider l'irresponsabilité? Non, jamais. Parce que, d'abord, écoutez, Petiot était un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Et quand on fait dire à un conseiller général inconnu qu'il avait l'étoffe pour devenir ministre, c'est indiscutable. Il avait battu notamment dans son département un homme que je ne vais pas nommer, mais qui était un homme politique extrêmement connu, un adversaire redoutable. Petiot était d'une intelligence que personne ne conteste. On parlait tout à l'heure de ce livre qu'il a écrit, j'en ai été le témoin en prison, qui s'appelle « Le hasard vaincu ». Je l'ai montré, car bien entendu, je détiens le manuscrit, il me l'a laissé. Ah oui. Pas par testament, mais enfin, il me l'a donné tout de même. C'est un livre qui traite de tous les jeux de hasard et qui cherche à analyser les chances qu'on peut avoir en utilisant ces règles d'arriver à gagner. J'ai montré ça à des mathématiciens, à des polytechniciens qui m'ont dit « ça n'est pas possible qu'un homme en prison ne disposant d'aucun ouvrage scientifique soit l'auteur de ce livre ». Or, je pouvais, moi, avoir la garantie. J'ai vu commencer ce livre. C'est moi qui lui apportais le papier qui était rare à l'époque. Et il me donnait au fur et à mesure les pages qui étaient remplies par lui. Il est indiscutable que ce livre a été fait entièrement en cellules. Par conséquent, vous le voyez, c'était un homme hors du commun et qui jamais n'a invoqué. On le lui fait invoquer dans ce que je viens d'entendre en disant qu'il a tenté de s'excuser, c'est pas vrai. Jamais Petiot, au grand jamais, n'a invoqué son état mental. Au contraire, c'était l'homme qui prenait ses responsabilités et mon devoir consistait à aligner ma défense sur celle de mon client, c'est indiscutable. Je veux dire que j'y ai mis tout de même pas mal de temps, le procès a duré 3 semaines. Oui. J'avais 19 avocats comme partie civile contre moi, sans compter l'avocat général, ce qui représente, je vous l'assure, quelque chose d'extrêmement fatigant, car on ne me faisait grâce de rien. J'ai perdu un certain nombre de kilos pendant ces 3 semaines, et j'ai plaidé 7 heures. Est-ce que dans sa défense, il a été pour vous un bon auxiliaire? C'était un auxiliaire merveilleux, car chaque fois qu'il intervenait d'une façon précise, intelligente,
ce qui est très rare pour un accusé qui est ému, en général contracté, qui est plutôt disposé à dire des bêtises que des choses qui lui servent, lui était d'un sang-froid extraordinaire. Il a du reste étonné tout le monde. Il faut tout de même pas oublier que, alors qu'il y avait une quantité de questions sur une quantité de crimes posés au jury, les jurés ont tout de même répondu non à 3 de ces questions. Chose curieuse, c'était les 3 premières affaires qui ont été invoquées. Oui. Et on a l'impression que les jurés se sont dit au début, mais en effet, il n'y a rien de décisif contre le docteur Petiot. Et on a l'impression que c'est au fil des jours, 4e, 5e, 6e affaire, que les jurés se sont dit, ça fait tout de même beaucoup de coïncidences. Et j'ai l'impression que c'est sur cette idée qu'après avoir dit non sur les 3 premières affaires, ils ont répondu oui sur les autres, ce qui évidemment suffisait à entraîner la condamnation à mort. Oui, mais enfin, mon cher maître, tout à l'heure nous parlions de la bonne, en effet, une bonne qui disparaît, ça arrive. Mais là, tout de même, comment expliquer que tant de gens vont voir le docteur Petiot, ne disparaissent pas réellement puisqu'ils annoncent qu'ils vont partir soit pour l'Argentine, soit pour tel ou tel lieu, et qu'ils n'arrivent jamais dans ces lieux. Parce que tout de même, l'affaire Petiot a fait un bruit dans le monde entier, un bruit considérable. Ces gens-là se seraient révélés un jour, il y en aurait au moins un. C'était bien l'argument le plus terrible qui m'était opposé. Seulement, il y a tout de même quelque chose d'assez extraordinaire et dont on n'a encore rien dit. C'est qu'un certain nombre de ces personnes qui ont disparu ont écrit des lettres qui ont été mises à la poste en zone libre. On a soumis ces lettres aux experts. Ces lettres dans lesquelles les gens disaient qu'ils avaient été passés, qu'ils disaient en termes pas trop compromettants et qu'ils ne nommaient personne, qu'ils étaient maintenant à l'abri, qu'ils étaient très contents et qu'ils donneraient des nouvelles. Or, les graphologues consultés ont dit, il n'y a pas de problème, ce sont ces victimes qui ont réellement écrit ces lettres. Alors expliquez. Eh bien, évidemment, Petiot, au moment où il les recevait rue Le Sueur, leur disait, écoutez, pour rassurer votre famille, vous allez me rédiger une lettre et elle sera mise à la poste en temps voulu. Il faut... Oh, pourquoi voulez-vous ? Supposez que vous ayez eu l'idée de passer en zone libre parce que vous aviez des difficultés avec les autorités occupantes. Ben, il est bien évident que vous auriez attendu de voir si réellement... vous passiez réellement pour donner des nouvelles à votre famille. Vous n'auriez jamais accepté, à l'avance, de dire « je suis arrivé à Blois ou à Tours, tout s'est très bien passé, et vous n'avez plus rien à craindre en ce qui me concerne. » Non. Mais alors, il est évident qu'à partir de 1943, le courrier est beaucoup plus libre entre les deux zones. C'était plus concevable au temps des cartes à imprimés obligatoires qui sont de 40 puis de 41. À partir de 42, c'est-à-dire à partir du moment où la zone sud devient une zone d'opération, le courrier est évidemment plus facile. Oui, mais enfin, il y a... Ça n'est pas la lettre. Parce qu'on pourrait m'objecter, mais il avait un agent en zone libre qui se chargeait d'envoyer des lettres. C'est le fait que ces lettres ont été écrites par certaines victimes entre guillemets, qui affirmaient avoir passé et se trouvaient maintenant à l'abri des poursuites. Personne n'a jamais pu expliquer ça. Et bien entendu, à cette époque, vous avez tenté de les retrouver, ces personnes. Vous avez appelé. Comment voulez-vous que je dispose de ces moyens ? L'argument qu'on vous indiquait tout à l'heure, il est vrai, c'est indiscutable. Elle se serait L'affaire révélée a fait elle-même. un bruit terrible, et on peut dire, même encore à l'heure actuelle, aucune des personnes ne s'est jamais manifestée, ce qui semble bien indiquer qu'elles ont disparu. Et puis il y a quand même un autre argument, ce sont tout de même ces Israélites. On ne peut pas dire que des Israélites étaient des agents de l'Allemagne. Par conséquent, c'est un cercle qui se referme autour de Petiot. Mais attention, la défense de Petiot consistait à nier systématiquement, sous couleur de faire passer, avoir donné la mort à des Israélites. C'était pour lui, c'était une défense absolue. Ça n'est pas vrai, disait-il. Tout ça, croyez-moi, n'est pas aussi simple, d'autant plus qu'il n'est pas exclu. Que c'était malheureusement le cas dans beaucoup d'affaires, que des Israélites cherchant à passer, et on les comprenait, les malheureux, cherchant à passer la ligne qui séparait la zone libre de la zone occupée, étaient abattus, étaient tués. C'était tout de même très délicat. Mon cher maître, quand nous vous avons demandé de venir,
nous n'osions pas espérer que 30 ans après, vous viendriez nous dire, vous savez, j'ai dit, mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, il était coupable. Non, nous ne pouvons pas l'espérer. Et nous vous estimons trop, d'ailleurs. Je ne le défends pas. Je l'ai défendu. Il faut croire que je l'ai mal défendu, puisque ça s'est mal terminé. Mais encore à l'heure actuelle, je m'interroge. Par exemple, quand on dit qu'on a trouvé dans une fosse des quantités de cadavres, ça n'est pas vrai. Pourtant, tous les historiens le disent, tous les livres... qui se copient les uns sur les autres. Il y avait simplement... Alors, il y a le dossier qui parle, le dossier qui était débattu. On avait simplement trouvé, vous me direz que c'est suffisant, trois cadavres qui avaient été traités à la chaux vive et qui brûlaient. C'est déjà suffisant. Mais les 20 ou 30 cadavres dans la fosse, ça n'est pas vrai. De même que l'histoire de ces portes capitonnées avec un viseur. Ça existait, ce record existait. Mais enfin, la cour est venue sur place pour voir. Il y avait effectivement une petite pièce triangulaire dans laquelle il y avait un trou où on pouvait penser qu'on avait peut-être mis un viseur. Il n'y avait absolument rien de capitonné. Et il y avait entre le bas de la porte et le sol au moins 10 cm de libre. De sorte qu'on ne voit pas si on avait tué par sadisme, car c'est ça, ce médecin regardant dans ce viseur, dans cette petite pièce qui n'était pas, je le répète, capitonnée, l'agonie de ses victimes, tout ça ne tient pas debout. À la vérité, il a emporté son secret avec lui, peut-être. Dans l'archive que vous venez d'entendre, 30 ans après les faits, l'avocat de Petiot plaide encore l'innocence de son client. Pourtant, lors du procès, le doute n'était quasiment pas permis. Écoutons maintenant Madeleine Jacob. Cette grande reporter, décorée de la médaille de la Résistance, est en 1946 responsable de la rubrique judiciaire au magazine Franc-Tireur. Elle se souvient d'un détail glaçant. Et j'ai souvenance de cette petite scène qui se passa entre lui et son défenseur Floriot. À un moment donné, il y avait une discussion entre Floriot, le défenseur de Petiot, et la partie civile, une des parties civiles, car il y en avait beaucoup. Et tout à coup, on entend Petiot qui dit à Floriot, « Laissez tomber, laissez tomber. » Et Floriot, « Ah, je vous en prie, mon vieux, laissez-moi faire mon métier, on est en famille ici. » Il était très cynique. À un moment donné, le docteur Paul, le cher docteur Paul disparu, qui était un personnage au palais, vient et dit « J'ai fait l'autopsie des victimes dont on a retrouvé les corps. » Et il dit « Quand j'ai examiné ces corps, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un de mes élèves. En tout cas, d'un docteur en médecine, probablement d'un de mes élèves. » Et on voit Petiot qui se dresse dans le box et qui salue 3 fois, histoire d'acquiescer à ce que venait de dire le docteur Paul. Et Paul d'ajouter, voilà pourquoi mon professeur Boardel avait autrefois l'habitude, lorsque nous étions dans la salle de dissection, de nous conseiller de ne jamais laisser un scalpel traîner sur la table d'autopsie. Il disait, parce que vous pouvez vous blesser, une blessure peut-être très, très grave, très venimeuse, alors plantez le scalpel dans la cuisse du cadavre. Or, les cadavres que j'examinais étaient truffés de coups de scalpel, comme si ça avait été fait de coups de couteau, quoi. Comme si cela avait été fait chez un boucher qui voulait mettre de l'ail dans un gigot. Et Petiot debout saluait, très content. Après 3 semaines de procès, le 4 avril 1946, place au réquisitoire. L'avocat général Dupin demande la peine de mort. Maître Floriot se lève du box des accusés et se lance dans une plaidoirie mémorable de 6 heures. Alain Decaux s'en souvient encore. Et arrive le jour où Floriot plaide. 6 heures de plaidoirie sans un verre d'eau. 6 heures d'affilée. Un chef-d'œuvre. Mais on ne pouvait pas sauver Petiot avec un chef-d'œuvre. Après un délibéré de 2 heures, les jurés reconnaissent Marcel Petiot coupable de 24 homicides volontaires, avec vol, guet-apens et préméditation. Il est condamné à mort. Après l'énoncé du verdict, Marcel Petiot s'écrie
Il faudra me venger. Il dépose une demande en révision de son procès. Elle est refusée le 23 mai 1946. Le 25 mai, Marcel Petiot est réveillé à l'aube. À l'avocat général Pierre Dupin, qui lui demande s'il a une déclaration à faire, Petiot aurait répondu « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». Son exécution a lieu à 5h05 dans la cour d'honneur de la prison de la Santé à Paris. Écoutons Maître Floriot nous raconter en 1974 les derniers moments de l'assassin. Il n'a jamais dit qu'il était un voyageur sans bagages. Il a dit des choses infiniment plus brutales. Ah, dites-le. Non. Non. Quand l'avocat général est venu le réveiller, il l'a reçu, car il dormait. Il l'a reçu plus que fraîchement et dans des termes extrêmement brutaux, que je ne répéterai pas car ça ne change rien à l'histoire. Par contre, alors, il est mort dans des conditions absolument extraordinaires. Le docteur Paul, qui a assisté à nombre d'exécutions, surtout à la Libération, où beaucoup de gens ont été fusillés, m'a dit, et il détestait le docteur Petiot parce qu'il considérait que du moment qu'on accusait un médecin d'avoir volontairement donné la mort alors qu'il est là pour sauver la vie, c'est abominable. Je partage du reste cette opinion philosophique. Il détestait le docteur Petiot, il m'a dit « Je n'ai jamais vu mourir comme ça ». L'homme était non seulement courageux, mais il était décontracté. J'ai descendu avec lui, et je n'étais pas seul, et tout le monde a pu le constater, il descendait les marches de la Santé, un peu comme vous descendrez tout à l'heure les marches de ce studio, c'est-à-dire sans aucune raideur, sans ce phénomène qu'on voit chez ceux qui vont être exécutés et qui font un effort considérable, c'est déjà assez méritoire pour ne pas avoir l'air de flancher, mais qui sont tout à fait contractés. Petiot était tellement décontracté que, voyant l'avocat général livide, il m'a appelé pour me dire « Dites donc à votre collaborateur, qui était un garçon, qui était un géant, d'aller se mettre à côté de l'avocat général, il va avoir une syncope. » Alors l'homme qu'on va couper en deux, 3 minutes plus tard, qui est à 4 ou 5 mètres de la guillotine, et qui fait un diagnostic sur celui qui a requis la mort contre lui, c'est tout de même quelque chose d'assez extraordinaire. Après la mort de Petiot, beaucoup de zones d'ombre et de questions non résolues subsistent. Dans quelle mesure sa famille était-elle impliquée? Qu'est-il advenu du magot? Et quel était le véritable mobile de ces crimes? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans le dernier épisode, grâce au témoignage d'experts, 80 ans après.